mesures qui portent sur la dimension, cette fois-ci, non pas de la propriété foncière, mais la dimension des exploitations agricoles. Nous avons là aussi la chance, en France, d'avoir un historique de politique de contrôle des structures. Là aussi, mis en place dans les années 60, la politique de structure avait justement comme objectif, là aussi, de limiter la dimension des exploitations. Là aussi, la politique des structures a été pratiquement abandonnée. Nous proposons donc de la remettre en place et de fixer une taille maximale d'exploitation par actif agricole, qu'il soit actif familial ou jusqu'à 2 actifs salariés par exploitation. Comment fonctionne le contrôle des structures? En fait, vous savez, au moment où un agriculteur souhaite s'installer ou souhaite s'agrandir, eh bien, il a besoin d'une autorisation d'exploiter. Eh bien, nous disons tout simplement que à chaque fois qu'il y aura une transmission d'exploitation, un agrandissement d'exploitation, enfin une demande d'agrandissement, une demande de location, eh bien, nous appliquerons ce plafond, c'est-à-dire que l'autorisation ne sera accordée qu'à hauteur de plafond. C'est une mesure tout à fait importante parce qu'elle libérera des terres agricoles et elle permettra aussi de baisser le prix du foncier agricole. Voilà. Alors, également sur le foncier, il y a un autre type de mesure tout à fait important et cette fois-ci qui porte sur la protection du foncier. Vous le savez, aujourd'hui en France, entre 50 000 et 60 000 hectares de terres agricoles disparaissent chaque année du fait de l'urbanisation ou de fait plus généralement de l'artificialisation des terres, pour que ce soit pour construire des infrastructures ou des bâtiments. Ceci véritablement constitue un problème du point de vue de la sécurité alimentaire de long terme, d'autant plus que cette urbanisation, elle a généralement lieu à proximité des villes et pour des raisons historiques, les villes sont situées dans les régions les plus fertiles, c'est-à-dire que ce sont les terres les plus riches qui disparaissent à travers cette urbanisation. Et donc, nous proposons de mettre en place, et là encore, nous n'inventons en réalité rien, puisque nous nous inspirons fortement de la loi, de l'actuelle loi sur le littoral, eh bien, nous proposons une loi de protection généralisée du foncier agricole, naturel et forestier. Ceci signifie tout simplement que la règle générale sera qu'il n'y a plus d'urbanisation, qu'il n'y a plus de déclaration en caractère constructible des terres agricoles et naturelles. Bien entendu, il y aura des exceptions, parce qu'on sait bien qu'il y a un certain nombre de cas où cette urbanisation est nécessaire, ou bien la construction de certaines infrastructures. Mais ce sera sur la base de critères nationaux, bien encadrés, et les décisions seront prises par des commissions départementales, c'est-à-dire que nous libérerons les élus locaux de la responsabilité actuelle d'octroyer ces autorisations d'urbanisation. Parce qu'on sait bien aujourd'hui que les élus locaux, bien souvent, sont soumis à tout un certain nombre de pressions, et notamment de pressions d'intérêt économique, avec des chantages à l'emploi, à l'activité économique, tout un certain nombre de pressions pour déclarer des terres urbanisables. Alors cette mesure, elle est aussi tout à fait importante, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, il existe une spéculation sur les terres agricoles à proximité des villes. C'est logique, parce que les propriétaires se disent quelque part, cette terre, mes terres, vont devenir, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, probablement elles vont devenir des terres constructibles. Et donc elles vont gagner de la valeur. Vous savez qu'une terre, quand elle devient constructible, son prix est multiplié par 10, par 20, par 30, voire encore davantage. Eh bien, en cassant cette dynamique d'artificialisation des terres, nous casserons aussi ce mécanisme de spéculation et donc nous rendrons beaucoup plus facile l'installation de ceintures vivrières à proximité des villes pour l'approvisionnement des villes et donc à travers ça l'installation de nouveaux agriculteurs. Alors, un autre point de notre programme porte sur les institutions liées à l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai parlé des SAFER, mais nous devons parler aussi des chambres d'agriculture, nous devons parler des instituts techniques. Nous avons aujourd'hui des organismes
qui sont totalement contrôlés par le syndicalisme agricole majoritaire, qui promeut ce modèle d'agriculture productiviste et qui promeut cette concentration de la production. Alors, là encore, l'État devra reprendre ses responsabilités et faire en sorte, notamment, que les chambres d'agriculture, d'abord, qu'il en soit fini avec la double mission des chambres d'agriculture. Aujourd'hui, les chambres d'agriculture ont à la fois une mission de service public, d'appui aux agriculteurs, et une mission de représentation des intérêts du monde agricole. Demain, nous disons, la mission de représentation sera assurée par les syndicats. Les syndicats servent pour ça. Les chambres d'agriculture seront recentrées sur des missions de service public en fonction des objectifs de la politique agricole nationale, et ceci impliquera de revoir la gouvernance des chambres d'agriculture. Bien entendu, en ce qui concerne la représentation des agriculteurs, il faudra appliquer un système de représentation proportionnelle à tous les niveaux, et il faudra aussi faire en sorte que d'autres acteurs soient représentés dans les chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, des associations de défense de l'environnement, des associations de consommateurs, parce que nous avons la conviction que l'agriculture, comme je le disais tout à l'heure, est une question qui concerne non seulement les agriculteurs, mais l'ensemble de la population. Et les chambres d'agriculture devront traiter donc avec l'ensemble de ces acteurs les questions agricoles et alimentaires. Et puis, je terminerai donc sur la question, sur nos propositions en matière internationale. Je vais dire 2 mots sur la question européenne. Vous l'avez vu, il est clair qu'un certain nombre des propositions que nous faisons en matière agricole sont en totale contradiction avec les traités, avec un certain nombre de traités européens. C'est la question de la protection, c'est la question de prix minimum, c'est la question de limitation des volumes de production et de régulation des marchés agricoles, c'est la question du droit de la concurrence. Vous savez aujourd'hui que dans le droit de la concurrence européen, il n'est pas autorisé pour une collectivité territoriale d'intégrer comme paramètre, comme critère pour des marchés publics, pour la restauration collective, un critère de localisation des productions. Or, ceci peut être un outil tout à fait important pour favoriser des circuits courts. Donc, vous voyez bien qu'il y a tout un certain nombre de réglementations ou de traités européens qui, aujourd'hui, ne permettraient pas de mettre en œuvre ces propositions. Alors, ce que nous disons, c'est que, dans un premier temps, nous négocierons avec nos partenaires européens. Alors, pas seulement sur l'agriculture. Vous l'avez compris, qu'il y a tout un certain nombre de questions à négocier dans lesquelles les questions agricoles ne représentent qu'une partie des aspects. Nous négocierons avec les partenaires européens en leur disant, voilà, nous, il y a un certain nombre de règles que nous n'appliquons plus, que nous n'appliquerons plus, et donc il y a nécessité d'une renégociation de ces traités et de ces règles. Et puis nous dirons, au regard des résultats de cette négociation, au regard de ce qui aura été obtenu et de ce qui n'aura pas été obtenu, eh bien, ça sera au peuple de décider à travers un référendum si nous continuons dans ce cadre de l'Union européenne ou bien si nous décidons, eh bien, de construire ces politiques dans un autre cadre. Un cadre national, mais très rapidement, un nouveau cadre de coopération avec les États européens qui le souhaiteront. Voilà. Mais ce qu'il faut bien voir à travers ce plan A et ce plan B, c'est que, in fine, il s'agit de se donner les moyens, dans la négociation du plan A, d'avoir un rapport de force dans les discussions avec les partenaires. Parce que pourquoi Alexis Tsipras a dû céder sur 100% de ses exigences? Il a dû capituler sur la totalité de ses exigences. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas de plan B. Et que les autres, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le FMI, eh bien, ils savaient parfaitement qu'ils n'avaient pas de plan B. Et que tôt ou tard, il allait devoir céder sur la totalité de ses revendications. Donc, vous voyez bien que le fait d'avoir, je dirais, comme une porte de sortie, un plan B, c'est un moyen de se donner les moyens d'avoir une véritable négociation et un véritable rapport de force dans ces discussions avec nos partenaires européens. Alors je terminerai sur ces questions plus généralement internationales. Nous pensons que
cette politique de protectionnisme solidaire, cette politique de souveraineté alimentaire, cette politique de régulation des marchés agricoles, elle doit s'appliquer au monde entier. Il faut reconnaître le droit des pays et des régions à réguler leurs marchés, à protéger leurs marchés. Nous prônerons au niveau des Nations Unies une organisation de l'agriculture qui favorise ce type de régulation des marchés. Et puis, nous passerons aussi, nous proposerons aux États des pays du Sud, des pays en développement qui le souhaitent, nous proposerons notre appui dans le cadre de politiques de coopération, un